Alors, Docteur Kalula Kalambay, bonjour. Bonjour tous les participantes qui se joignent à nous pour parler aujourd'hui du thème du jour que vous voyez sur l'écran, la République démocratique du Congo à la croisée des chemins d'une coopération nord-sud équilibrée. Cette activité s'inscrit dans le cadre des JQSI. Les JQSI en toutes lettres, ce sont les Journées québécoises de la solidarité internationale. Les Journées québécoises de la solidarité internationale sont organisées au niveau du Québec par l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de la coopération internationale. Et l'ACOSI organise justement ces activités au niveau du Québec sous le financement du MRIF, MRIF qui est le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui finance justement ces JQSI pour plusieurs raisons. La première raison, c'est dans le cadre de ce que l'on appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale, amener les Québécois et les Québécoises, en particulier les Canadiennes, les Canadiens en général, à, à, à prendre conscience des dynamiques, je dirais, conflictuelles, mais ce qui se passe dans le monde, en dehors des frontières de notre petite frontière, voir ce qui se passe dans le monde, voir les défis que le monde traverse et pousser une réflexion en matière de changement, de solidarité et de changement. Mais ça permet aussi des organismes de la coopération internationale qui agissent ici dans nos régions, de se faire connaître, faire savoir ce qu'ils font et s'ouvrir à des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui aimeraient mettre la main dans la pâte pour influencer le changement que tout le monde souhaite, le changement. Quand je parle du changement, je parle bien entendu d'un changement positif, un changement qui permet un avenir meilleur à toutes et à tous. Alors, nous avons aujourd'hui un invité spécial. Cet invité s'appelle le docteur Kalula Kalambay. Je mets docteur, mais docteur, pourquoi vous n'aimez jamais qu'on ajoute le mot docteur quand on parle de vous? Un petit Mais mot. quand vous l'êtes, vous n'avez pas besoin de le crier sur le toit. Non, je voudrais toujours qu'on revienne à l'homme, à l'humain, à la simplicité des choses. Si on peut m'écouter en tant qu'humain, à ce moment-là, le docteur sera en plus. Mais si on doit écouter le docteur, on se focalisera parfois sur le titre et ne pas prendre en compte ce qui est à l'intérieur, ce qui est à offrir. C'est juste un problème de relation avec de titres qui souvent nous éloignent de De ciel. l'essentiel. Oui. Mais docteur Kalula, ben, tu vois, je n'arrive pas à m'en défaire, mais je l'ajoute tout le temps, malgré que tu m'as toujours rappelé que tu es Kalula avant d'être docteur. Euh, Docteur Kalula Kalambay est médecin. Je précise le mot médecin parce que ben, on peut être docteur en plusieurs choses. Il est médecin, il a travaillé, il porte plusieurs chapeaux. Il est à la retraite, il est à la retraite, mais il a travaillé pour l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Et il a été représentant de l'OMS dans plusieurs endroits. Il a travaillé dans plusieurs pays d'Afrique comme représentant de l'OMS ou sous d'autres titres, mais de l'OMS. Dr Kalula Kalambay est écrivain. Il est peintre. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a bien aimé le logo de DJQSI cette année. Kalua Kalamba porte beaucoup d'autres chapeaux au niveau communautaire, mais pour le moment, il est le président du salon du livre de l'Outaouais. Sans trop le présenter, si j'ai oublié quelque chose, il va ajouter des choses, mais docteur, tu vas prendre quelques minutes pour nous présenter, nous faire ta présentation et puis on aura le moment de questions-réponses. Et les gens pourraient écrire leurs questions pas dans le chat, mais dans le volet questions-réponses. En bas, juste, vous allez voir trois bulles avec Q et A, donc question and answer.
pour ceux qui l'ont en anglais ou questions-réponses pour ceux qui l'ont en français. Et nous allons partager les questions directement au docteur qui répondra. Et il pourra provoquer des réflexions aussi. En tout cas, c'est ça qu'il a dit. Docteur, c'est votre parole. Richard, merci beaucoup. Ah, j'ai oublié, docteur, de dire que les JQSI sont animés, sont coordonnés au niveau du Québec, mais régionalement. Par exemple, ici en Outaouais, c'est Développement et Paix Caritas Canada qui coordonne les Journées québécoises de la solidarité internationale. Je vous remercie. Merci, Richard. Merci beaucoup pour les amis qui ont pris le temps d'être avec nous pour cet après-midi de réflexion. Nous avons 1 heure, d'après ce qu'on m'a dit. La présentation ne va prendre que quelques minutes parce que c'est une présentation de réflexion, de provocation. Je n'ai pas de solution, je vous le dis d'avance, mais j'ai plutôt des pistes de réflexion. Et sur ce, donc, je vais commencer avec la première présentation. Voilà. Donc, je pars de cette sagesse africaine qui est un questionnement de fond. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais qui tu es. Donc, nous sommes en train ici de parler d'une démarche identitaire qui va nous permettre de saisir effectivement la responsabilité qui nous est demandée ou la réflexion qui nous est demandée. La question étant que, quelle a été la relation nord-sud? Et moi, je laisse tomber la relation nord-sud, je regarde plutôt l'essentiel, c'est-à-dire quelle a été la dynamique sud-nord à travers le temps. Je crois que c'est la bonne direction de la question. Et je vous démontrerai pourquoi. Parce que dès le départ, il y a 200 000 ans, on est tous partis du sud, vers le nord, vers la conquête de la glacière. Et vous connaissez les différentes voies d'émigration qui ont été utilisées, hein, donc Gibraltar, le Sinaï et le détroit de Bering pour l'occupation de l'Amérique où nous nous trouvons. C'est du sud qu'on est parti vers le nord, pour le peuplement du nord. Ceci donc nous amène à regarder l'Antiquité. Quelle a été cette dynamique pendant l'Antiquité? Et là, on voit qu'il y avait le transfert des connaissances qui sont parties du sud vers le nord. Et vous connaissez toutes ces grandes figures de l'histoire, Aristote, Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, Ptolémée, Pythagore, théorème de Pythagore qu'on nous dit, Thalès, Solon, Socrate, etc. Et ce qui est intéressant, toutes ces personnes ont été à l'école en Égypte, à Alexandrie. Mais s'ils ont été à l'école, les théorèmes dont on leur attribue, ils les ont eus de leur maître quelque part. Et ces maîtres étaient dans le sud. Donc, leurs connaissances, ils l'ont eu du sud. Et ils l'ont apporté avec eux vers le nord. C'est très important dans cette relation dont on parle, qui, pour moi, fausse même l'identité de la connaissance de la relation. Ensuite, vous êtes au courant de Hannibal, qui est ce stratège militaire dont toutes les académies militaires continuent à appliquer la stratégie jusqu'à aujourd'hui. Il est reconnu comme le grand général de tout le temps qui était arrivé à mettre pratiquement Rome à genoux à partir d'une stratégie d'intégration de la population qu'il dominait et arrivé à la porte de Rome. Et puis, nous connaissons tous, parce que la plupart de nous sont très bibliques, le départ des Juifs. Les Juifs ont quitté l'Égypte, mais les Juifs étaient en Égypte comme esclaves, comme développer l'Égypte. Et quand ils sont arrivés au Mont Sinaï, vous vous souvenez, Moïse leur a donné des tablettes qui étaient inscrites. Donc, il y avait déjà une connaissance, une écriture et tout ça. Donc, le Sud a enrichi le Nord. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe? Parce que cette Europe glaciaire doit vivre, il va y avoir la route des épices.
où on va partir des grands centres européens vers l'Asie pour aller chercher les épices. Mais cette route terrestre est pleine d'embûches. Il y a des blocages, il y a des guerres et tout ça, et n'est plus rentable. Néanmoins, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une interaction très forte, je viens de vous le dire, du nord de l'Afrique avec le reste de l'Europe. Vous savez que le Maroc a dominé l'Espagne pendant plusieurs siècles, la même chose, la Tunisie et tout ça. Donc, il y a une interaction très forte de cette partie de l'Europe, de cette partie du Sud avec le Nord. Et c'est à cause de ces difficultés d'accéder aux épices par la route terrestre qu'on va créer la route des Indes. Et c'est cette route des Indes, vous vous rappelez Vasco de Gama, qui va passer par le cap de Bonne-Espérance et qui va aller chercher les épices de l'autre côté. Et c'est cette route-là qui nous amènera les malheurs de la colonisation ou les interactions de la colonisation. Et elle va s'exprimer de manière très claire en 1884, le 15 novembre 1884, et au 26 février 1885, les 14 États que vous voyez là vont décider du partage de l'Afrique. Au 19e, 20e siècle, nous revenons maintenant à la RDC, qui est le point de notre focalisation dans cette conférence. Qu'est-ce que la RDC a fait? Parce que nous savons que la RDC a contribué énormément au confort du Nord et pour ne pas dire du monde en général. Alors, le Nord avait le besoin de bijoux, de pianos, et les touches sont en ivoire. On est allé donc chercher l'ivoire. Il y en avait plein en Afrique. Et quand on a eu l'ivoire, qui pèse jusqu'à 150 kilos, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de truck. Donc, on a amené des gens qui étaient là, s'occupant à leurs petites histoires, à cultiver leurs champs. On les a amenés donc pour porter l'ivoire jusqu'à l'océan, jusqu'à la berge. Et une fois que l'ivoire était dans le bateau, on a réalisé qu'il y avait du surplus humain. Et on ne leur a pas donné leur billet à retour pour rentrer chez eux. Par contre, on les a amenés dans les champs de coton pour le développement de l'Amérique et les champs de canne à sucre pour le développement du Sud-Amérique, au profit du Nord. Et vous connaissez très bien ce qui va s'établir, c'est le grand commerce triangulaire. En Europe, le développement automobile va amener un autre besoin, celui des caoutchoucs. Et on va aller chercher donc les VA en Afrique et au Congo essentiellement. Et il va avoir cette sanction immonde de couper les mains à tous ceux qui n'arrivaient pas à fournir la quantité de caoutchouc nécessaire. Paul II sera dénoncé par les associations humanitaires en Angleterre, qui sont un peu à l'origine de Human Rights Watch, etc., toutes ces associations humanitaires caritatives. Et ceci va permettre donc de mettre fin à cette exploitation ignoble. Encore une fois, vous voyez quel est le prix que le Sud a payé pour le confort du Nord ou pour le confort de l'humanité. En 14-18, la Première Guerre mondiale. Et les Africains ont également contribué à ramener la paix. Et ce qui est intéressant, c'est que à cause de cette contribution aussi des Africains, donc on a pu, la Belgique, tirer un bénéfice énorme par la production du cuivre. Et les gens qui ont essayé de protester parce que l'exploitation du cuivre était telle qu'on piquait à la pioche que les gens fait exploiter ça. Donc, il y a eu de massacres successifs, en 1929, en 1939, etc., parce que les gens demandaient qu'on augmente un bout de leur salaire. Au XXe siècle, toujours dans la contribution du confort du monde, les gens au nord se sont disputés quelque part. Et puis, il y en a un petit étu qui n'arrivait pas à s'y plier, qui est le Japon. Vous vous souvenez très bien de Hiroshima, Nagasaki. L'uranium est parti du Congo. Et cet uranium ici n'a rien ramené au Congo. Par contre, il a contribué à la paix. Et en 1945, on va créer les Nations Unies grâce
à cet uranium qui a permis donc, au monde de retrouver sa paix. Et en 60, on aura des difficultés et on aura les Nations Unies qui vont envoyer cette première mission qui est l'ONU en 60 pour essayer d'aider le Congo qui se retrouvait en difficulté à cause du conflit, du bras de fer entre les deux blocs. Alors, vous savez très bien que ça a été très d'actualité dans les années 60. Mais ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, le Congo va se retrouver à jouer un rôle stratégique important. Bloquer l'expansion du communisme et du socialisme en Afrique. Donc, on va jouer un rôle central. Et le prix que nous allons payer, c'est qu'il va y avoir une dictature incroyable et personne ne va regarder ça. On va s'intéresser plutôt à ce rôle stratégique. Donc, on va permettre le développement d'une dictature vile qui va assujettir la population, qui va casser l'intelligence, qui va casser l'université, qui va casser la pensée, qui va casser l'identité de la population. Et à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, le Congo, non seulement était un des pays le plus développé d'Afrique parce qu'on recevait au Congo les évacuations médicales des gens qui venaient de l'Afrique du Sud, mais également nous avons reçu dans nos universités, je ne parle pas du Rwanda et du Burundi qui faisaient partie du Congo après la défaite des Allemands en 1945, mais je parle du Nigeria, je parle des collègues d'Algérie, je parle de tous les collègues de l'Afrique australe qui sont venus étudier au Congo. Et puis, il y a eu cette époque du libéralisme du marché et le programme d'ajustement structurel qui n'a eu qu'un seul mérite, c'est de permettre au privé de piller à ciel ouvert le pays et de nous laisser un tas incroyable de morts. Parce que pour mieux exploiter ces minerais, c'est facile quand il y a de la confusion et beaucoup d'entre vous vivent et ont vécu ces déchirements qui font du reste d'ailleurs qu'avec un pays aussi riche, avec un pays avec une destinée stratégique aussi importante, nous puissions nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Alors, le confort du Nord au XXIe siècle. Le Nord a créé les cellulaires. Tout à l'heure, Céline disait qu'elle ne connaissait pas le Congo, mais vous le possédez, vous êtes en intimité avec le Congo tous les jours, Céline. Cécile, je m'excuse. Parce que le coltan de votre cellulaire, voilà d'où il vient. Il vient des profondeurs du Kivu, dans la boue, et c'est à main nue, c'est du matériel radioactif qui sont ramassés, comme vous pouvez le voir, à main nue par des enfants pour la survie. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux. D'ailleurs, on nous fait un bonus quand nous achetons la voiture électrique. Et le cobalt, c'est là, aujourd'hui, le problème de l'Est. Ce sont ces milices, ce sont qui maintiennent, mais qui sont derrière? C'est là toute la question qu'on regardera avec vous tout à l'heure. Mais il y a des gens qui sont dans ces matériels radioactifs à main nue, matin, midi, soir, pour nous permettre d'être dans le confort de la voiture électrique. Le développement industriel et les certifications de la terre, il y a un débat sur la table. Le fleuve Congo doit être détourné pour être amené au Tchad, pour être amené au nord, pour essayer de bloquer le désert. Et on sait ce que ça va vouloir dire. Ça va vouloir dire que nous allons être asséchés. Le reste du Congo va être asséché. Mais c'est un projet qui est là et les gens se battent très, très fort, encore une fois, pour que le Congo participe au confort du Nord sans nécessairement se pencher sur sa propre population. La pollution industrielle, nous le savons très bien, la COP26 vient de se terminer. Vous savez que le grand bassin du Congo est appelé à contribution pour essayer de ventiler, pour essayer de purifier l'air que nous sommes en train de polluer. Alors, retombée de toute cette contribution du Sud
pour le confort du monde ou pour le bénéfice du Nord. Quand ils ont cassé l'Europe en 1945, il y a eu le plan Marshall. Et le plan Marshall, c'était quoi? On s'est mobilisé pour reconstruire la casse qu'on avait faite. Donc, on a reconstruit l'Europe. Mais qu'est-ce que le Sud a tiré de là? Ce que je me souviens seulement, c'est que les tirailleurs sénégalais, je crois que Tiaroy vous dit quelque chose, en tout cas devrait vous dire quelque chose. Les tirailleurs sénégalais, c'était tous les Africains des différents pays africains qui ont été se battre en chair de canon en 14-18, ensuite en 40-45. Et quand l'Europe a eu la paix, quand la France s'en est sortie, ils sont rentrés chez eux, ils ont débarqué à Tiaroy. Ils ont demandé leur solde pour rentrer dans leur pays respectifs, le Mali, Burkina, etc. Eh bien, on a trouvé que c'était trop demandé. Une solde qui d'ailleurs ne représentait même pas le tiers ou le dixième de ce que leurs collègues français ou européens qui étaient au front avec eux. Et on a fait tout un massacre de ces gens-là. Voilà ce que le Sud a récolté dans cet apport de la paix, dans cette contribution de la paix. Que sous-tend le concept de la coopération nord-sud? C'est tout simplement le déséquilibre du système économique international. C'est ça ce qui sous-tend. C'est-à-dire le Sud est en train d'enrichir le Nord. Ça ne marche pas. Mais la première question que nous devons nous poser, c'est de voir qui sont les différents acteurs que nous avons eus au fil du temps. Il y a eu les États coloniaux qui ont évolué vers les États partenaires au développement, qui sont avec nous jusqu'à aujourd'hui. Et cette mutation a été faite grâce aux partis politiques de gauche, essentiellement qui ont soutenu les mouvements des indépendances, qui ont tenu cette pression-là. Nous avons eu les pays non alignés qui ont également servi à faire cette transition, mais retenons en passant que parmi ces pays non alignés d'hier, ils sont aussi devenus des pays donc, donateurs. Nous avons eu les associations humanitaires qui nous ont aidés à libérer le Congo avec le drame du caoutchouc et bien d'autres. Nous avons le groupe financier, aujourd'hui avec la libération économique, qui sont devenus encore plus libéralistes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de protectionnisme. Il y a les Nations Unies. Nous avons les différentes associations, que ce soit religieuses, politiques et humanitaires, j'ai cité tout à l'heure. Il y a la contribution, on a des individus. Nous avons ce que j'appelle les chevaux de Troie. Et il y a la communauté internationale qui est modulée en fonction des situations. Mais toujours est-il que nous devons prendre conscience de la pérennisation des partenaires. Donc, les partenaires sont là, ils sont présents dans le temps, ils ne changent pas, ils évoluent. Donc, il faut que nous puissions prendre conscience si nous tenons à faire cette dynamique. Pourquoi on doit prendre cette conscience? Donc, nous devons faire l'analyse des champs de force et nous assurer que l'effort que nous fournissons pour rétablir cet équilibre-là ne peut passer que par une analyse des différents partenaires qui interviennent dans leurs différentes capacités pour nous permettre d'avoir un retour de nos efforts et équilibrer ce déséquilibre économique. Donc, en ce qui nous concerne, nous devons faire un choix éclairé des partenaires et des domaines porteurs. Cette analyse est une réflexion importante qui doit se faire, bien sûr, en partenariat, mais nous devons nous, en premier, prendre conscience de les différents apports positifs, d'être capable d'apprécier les apports toxiques et de faire le choix de partenariats positifs porteurs. Une fois qu'on aura fait l'analyse de champ de force, une fois qu'on aura identifié les partenaires valides, viables, il faudrait également prendre conscience de la taille réelle de notre propre continent. Parce que Mercator, quand il nous fait cette carte de l'Afrique, comme vous pouvez voir, l'Afrique disproportionnée, minime par rapport au reste. Mais
La réalité, c'est que l'Afrique englobe les États-Unis, la Chine dans son entièreté, l'Inde, l'Europe de l'Est, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne et même le UK. Donc, voilà la vraie taille, la vraie carte du monde. Et cette maîtrise de cette carte permettrait effectivement aux Africains, dans la négociation des équilibres, de tenir compte de cette taille-là. Donc, en définitive, nous avons vu que nous avons les mêmes partenaires à travers le temps. Ce qui nous importe, c'est comment renforcer, redéfinir, bâtir les alliances pour effectivement construire un monde meilleur. Et pour terminer, je lance cette petite vidéo d'une seconde à la réflexion. Merci, docteur, pour votre partage aussi intéressant et qui balaye qui balaye la situation de la République démocratique du Congo comme référence parce que ça parle généralement du Sud. Et juste pour parler, si j'ai bien compris la vidéo, je crois que je l'avais déjà vue, tu me diras si je me trompe, je voudrais décrire un peu la vidéo dont tu parles. La vidéo, il s'agit d'un chien qui est en train de manger et qui représente le peuple électeur. Non, le politicien. Et il est en train de manger tranquillement parce que deux chiens qui représentent les électeurs de des partis politiques différents étaient en train de manger ensemble, mais au lieu de manger ensemble, ils décident de se chicaner au moment où le patron qui se fait élire là, il est en train de manger tranquillement. Je pense que c'est l'image que vous vouliez donner, docteur. Oui, bon, j'avais enlevé les politiques et les électeurs juste pour rester avec la simplicité de l'image, effectivement, que quand vous avez votre bien et que vous passez le temps, vous chamaillez, il y a un troisième larron qui vient se servir. Oui. Mais vous êtes totalement dans la vidéo, qui était pour moi la conclusion hein, pour faire appel à la discussion. Oui, merci beaucoup, docteur. Il y a des questions déjà. J'ai vu une main levée. Gaston, puisque tu avais pu entrer dedans au départ, je te laisse prendre la parole quand même. Merci, merci Richard. Je voudrais d'ailleurs remercier Développement et Caritas Canada pour avoir organisé cette conférence sur la République démocratique du Congo, parmi tant d'autres conférences que je n'ai pas eu la chance de suivre. Alors, je suis moi-même d'origine congolaise, je suis canadien d'origine congolaise, je suis très ravi de pouvoir suivre cette conférence et je voudrais pour commencer féliciter le docteur Kalula Kalambay pour cet exposé. Parce que là, il a vraiment fait une excursion dans le temps, une excursion qui cadre bien avec le thème de la conférence et donc la coopération nord-sud. Mais je voudrais m'arrêter sur deux points. Le premier étant le plan Marshall. Effectivement, le plan Marshall a été une correction de la destruction qui avait été faite pendant essentiellement la Deuxième Guerre mondiale pour que les pays du Nord puissent retrouver leur économie, puissent retrouver leur bien-être. Le docteur a très bien décrit ce passage-là. Le deuxième point, c'est le retour. Quand on regarde d'ailleurs le développement et paix, il y a le mot paix. La paix qui a été établie, parce qu'on parle de la République démocratique du Congo, il y a eu l'apport de l'uranium. Et en ce moment-là, on a eu la paix, on a pu établir le plan Marshall pour essayer de redonner vie aux pays du Nord. Et en ce moment-là, je crois que le pays du Sud n'a pas bénéficié de ce plan Marshall. C'est une chose à laquelle nous devrions réfléchir.
Et le Congo, si je prends juste la beaucoup de choses à dire, si je prends juste l'aspect uranium, la population locale qui a contribué, qui a absolument travaillé sur ça, se retrouvait avec des cancers, avec toutes sortes de maladies. Il n'y a pas eu de retour. Donc, il y a pas. C'est alors que je rejoins le docteur Kalula quand il parle de déséquilibre. Comment nous devons corriger ce déséquilibre? Il a donné des pistes de solutions. Je crois que c'est là où la réflexion devrait, disons, prendre racine. Et donc, mettre sur la table le Sud et le Nord pour voir comment réellement nous devons corriger ce déséquilibre. Et ça, c'est important pour l'essor aussi des pays du Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur, je pense que l'intervenant qui vient de prendre la parole vient en complément de ce que vous veniez de dire, donc ce n'est pas une question, mais par contre, j'ai des questions. Il y a Pierre Lachance qui dit ceci. Comment se fait-il que l'armée ait tant de pouvoir dans plusieurs pays africains, ce qui leur permet de prendre le pouvoir de façon anarchique et de gouverner comme bon leur semble? Ce n'est pas démocratique à mon avis. Le continent africain n'est pas le seul à agir de cette façon, l'Amérique du Sud également. Qui peut changer pour enlever ce grand pouvoir à une armée? Ça, c'est une question qui est à toi. Il y a d'autres questions, mais parce que certaines questions sont plus longues que d'autres, je te laisse répondre question par question. Merci, Pierre. Pierre Lachance. Ouais. Pierre Lachance, c'est une très, très bonne question. Et vous avez la réponse dans le diapositive que je vous ai donné. Les États, on commence donc même quand on reprend, ceux qui tirent profit de la situation au Sud et qui ont ces puissances-là, ils ont créé ce que j'ai appelé les chevaux de Troie, c'est-à-dire leurs coursiers, ceux qui facilitent justement le désordre que vous décriviez pour qu'ils puissent bien se servir. Nous sommes surtout maintenant avec la libération économique, nous avons beaucoup de financiers du Nord qui recrutent des individus qui finissent par être responsables des États. Et ils sont à leur service. Une des réflexions qui court toujours est que l'Afrique n'a aucune usine d'armes. La seule peut-être, c'est en Afrique du Sud qui est très, très minime. Mais nous avons toutes sortes d'armes dans tous les autres pays de l'Afrique qui viennent souvent de la même personne, du même partenaire au développement. Ils donnent dans les deux camps. Et dans le cas du Kivu particulièrement, ce désordre, ces groupes armés, il faut remonter la filière pour retrouver qui sont derrière. Donc, de la même façon que nous avons changé les États coloniaux dans des États partenaires au développement, il y a une obligation de bâtir des alliances, mais avec ceux qui, effectivement, pensent que ce déséquilibre-là n'est pas correct. Et je suis certain que dans le pays du Nord, il y en a. C'est des jouets, parce qu'on a joué sur l'opinion du Nord pour que les systèmes, les structures du Nord aient pu lâcher du lest et permettre un certain développement du Sud. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais c'est pour ça que l'analyse des champs de force est très importante et doivent être faits en toute lucidité. Sinon, on risque de s'atteler sur le cheval de Troie et de ne pas véritablement identifier la source de nos misères, d'ailleurs, qui dure très longtemps. Je suis autour de cette table avec d'autres Africains. Je ne suis pas le seul à avoir le point de vue. Je crois que d'autres peuvent compléter. Oui, docteur, il y a
d'autres questions. Il y a Antoine qui dit pourrais-tu me faire parvenir une copie de ta présentation, s'il vous plaît? Mais tu verras, je pourrais te partager les adresses, mais je dirais à cette personne aussi que cette conférence sera mise en ligne, donc sera possible de le revoir. Pierre Lachance qui demande la possibilité d'avoir en main cette carte de partage d'Afrique. Laura, elle dit que c'est un excellent résumé de l'histoire du Congo et elle vous félicite, mais pose la question, quel est le rôle du Canada ou la dynamique du Canada avec la RDC en 2021? Merci beaucoup, Laura. J'aurais aimé être au parfum de la dynamique de la coopération au Canada. Je ne suis vraiment pas très au parfum, mais je suis certain que le Canada, comme tous les autres partenaires, se retrouve sur la longue liste que j'ai placée. En d'autres mots, je suis certain qu'il y a une relation officielle du développement de la diplomatie avec le pays, mais je suis également certain qu'il y a comment dirais-je, de groupes financiers qui intervient en RDC dans cette zone difficile et que je ne les connais pas, mais je suis certain parce que avec la libération de l'économie, les liens qui s'établissent, ce sont des liens pour faire l'argent. Oui. Je ne t'entends pas, tu as fermé ton Oui, micro. Vous me donnez une seconde. Il y a quelqu'un qui est en train de forer le mur, donc je dois lui dire que ça dérange pendant ma conférence. Juste une seconde. Vous permettez? OK, d'accord, on t'en prie. Oui, donc c'est ça. Moi, je crois que c'est ça l'exercice que je nous demande. C'est de prendre le Canada, de faire cette analyse de champ de force, d'identifier au Canada des partenaires positifs, d'identifier les partenaires toxiques, de les dénoncer et puis de nous emmener ensemble vers une coopération qui permettrait de donner des retombées positives à la population du Congo. Et me voilà de retour. Alors, Laura veut poser la question comme elle est à l'intérieur. Je pense qu'elle peut poser sa question, oui, Laura. Oui, merci beaucoup, Dr. Kalula Kalamba, ou juste Kalula. Merci pour cette présentation. C'est moi qui vous ai posé la question et merci pour votre réponse. En effet, si je peux me permettre de rajouter, vous avez tout à fait raison. Je crois que la dynamique du Canada est très présente avec le RDC, surtout que vous avez très bien illustré que la source de produits, de minerais essentiels pour nos autos électriques, pour nos téléphones, viennent du cœur de la RDC. Donc, je suis certaine qu'il doit y avoir des compagnies minières canadiennes impliquées, je crois, telles que Barrick Gold ou d'autres compagnies. Et quelque chose qui me trouble énormément, c'est à quel point les fonds de pension, nos fonds de pension en tant que travailleurs et travailleuses canadiens sont grandement investis dans ces compagnies minières. On nous dit que 60% des compagnies dans le monde, compagnies minières extractives dans le monde, sont d'origine de capital canadien. Et c'est connu que les fonds de pension publics du Canada, du fonds de pension des professeurs, sont investis dans ces compagnies. Donc, je vous invite fortement et à tout le public qui nous écoute à poser à votre banque quand vous mettez de l'argent dans vos fonds de pension, dans les fonds d'équité équitables, comme ils disent, de vraiment aller jusqu'au fond dans quelles industries elles ont été investies et de demander, d'exiger qu'elles ne soient pas ou qu'elles soient réellement équitables. Moi, j'ai trouvé que la seule façon pour ne pas influencer cette extraction, c'était carrément d'investir mon argent de façon indépendante des banques canadiennes et de trouver des fonds parts ou faire des achats immobiliers. Parce que même si tu mets ton argent dans le compte de banque, il se retrouve dans ce système d'investissement. Finalement, je conclue pour dire que le développement épais fait partie de la campagne du Réseau canadien de reddition de comptes.
en anglais Canadian CNCA, National Coalition for Corporate Accountability. Et depuis 10 ans, moi, je me présente, Laura Vallas, j'ai fait partie de cette coalition. J'ai travaillé pour plusieurs des organisations qui font partie de cette coalition et ça fait 10 ans que nous exigeons aux compagnies minières canadiennes reddition de comptes pour leurs activités minières à l'étranger et surtout au gouvernement du Canada et au gouvernement Trudeau qui a fait une promesse en 2018 d'avoir un bureau ombudsman avec des dents, avec indépendance et financement de pouvoir amener en justice les demandes de plaintes d'abus pour la violation des droits de la personne, pour les conséquences environnementales sur les populations de ces activités des compagnies minières. Et on pousse encore pour que l'investissement canadien et surtout des appuis officiels diplomatiques, économiques de notre gouvernement n'appuie pas ces genres de compagnies. Donc, je m'arrête à ça. Merci Laura. Juste pour dire que le Canada, il est difficile de voir précisément son implantation au Congo, mais dans cette dynamique-là. Mais juste pour vous dire que la campagne actuelle de développement et paix parle justement de ce que Laura vient de dire. Nous demandons au gouvernement du Canada de mettre en place une loi de diligence raisonnable qui arrivera à contraindre les entreprises, non seulement les entreprises extractives, mais aussi sur toute leur chaîne de production, tous ceux qui interviennent dans leur chaîne de production, de respecter les droits humains et les droits environnementaux. Mais juste pour vous dire que le Canada, les entreprises extractives dans le monde sont représentées au Canada à plus de 75%. Celles qui ne sont pas canadiennes sont de droit canadien ou d'investisseurs canadiens. Donc, ce ne serait pas étonnant que le Canada soit présent dans toute cette dynamique au Congo. Docteur, une question de Cécile. Merci pour la présentation. Quelle est votre lecture de la situation politique aujourd'hui? Comment percevez-vous des changements sociaux en faveur de la population des élections démocratiques? À cette question de Cécile, j'ajoute une petite observation qui est tirée de mon expérience. J'étais observateur des élections au Congo en 2011. J'étais observateur des élections et je ne vais pas citer de quelle organisation j'étais pour l'observation, mais je citerai quand même la fondation... c'est la fondation Jimmy Carter? Je crois que c'est la fondation Carter, oui, qui s'occupe des élections. Quand ils se sont présentés sur la régularité des élections, tous ceux qui étaient en train de dire que ça ne s'est pas bien passé se sont tus. Alors, j'ajoute à la question de Cécile pour dire, et comment vous lisez cette dynamique de validation des élections? Merci. Vous m'amenez sur un terrain où je n'ai vraiment aucun attache. Je ne suis pas indifférent, bien sûr, à ce qui se passe dans mon pays. Ça serait mentir. Mais je ne suis pas un acteur politique de premier rang. L'analyse que je vous ai faite, c'est celle d'un scientifique. Je l'ai faite à froid. Et si on regarde à froid les équations, on sait que d'un côté, il y a toute une mécanique très développée, et Laura vient de le dire, d'influence pour récolter le maximum de bénéfices dans un chaos. Donc, c'est ce chaos qui nous arrive depuis les années 80 de manière systématique, parce que quand vous regardez l'histoire, le chaos que le roi de Belge avait instauré pour l'extraction du caoutchouc a été dénoncé par des partenaires humanitaires. C'est cette masse critique-là qui a pesé tellement bien fort qu'il y a eu changement. Donc, il faut trouver qui peut jouer sur des leviers. Aujourd'hui, c'est la même situation. Et là où c'est intéressant, c'est que même tout le monde est au courant en temps réel, parce qu'il y a des vidéos, il y a comment dirais-je, des images, il y a des observateurs. Et je crois que c'est Cécile qui l'a dit, pourquoi on est tout d'un coup
aveugle. Pourquoi il y a cette cécité circonstancielle? Moi, je pense que, de par les intérêts, des gros intérêts que tout le monde tire de ce Congo-là, je suis certain que si on jouait franc jeu en tant que partenaire au développement, et qu'on mettait le poids sur les différents leviers des décisions ou financiers du Nord, eh bien, ça marcherait. Mais je ne me risque pas de m'attaquer aux symptômes. Moi, je vous invite, c'est pour ça que je vous ai donné cette liste-là. Je nous invite à regarder l'origine du mal. Parce que les symptômes, bon, c'est vite fait. On peut dire, bon, c'est ce voisin-là qui... Mais est-ce que c'est là où ça se joue? De par mon expérience, je pense que ça se joue à un autre niveau. Encore une fois, c'est un terrain où je n'ai pas beaucoup de maîtrise. Je demanderai à ceux qui sont autour de la table qui peuvent répondre sur cette question-là. Je vais donner dans une minute, je vais donner une parole à ton compatriote Gaston Mabaya. Mais en attendant, je vais revenir sur une question que tu as soulevée. Tu as parlé du passage des États coloniaux aux États partenaires du développement. Et ça me rappelle une situation qui est au Congo aujourd'hui. Je te posais la question, docteur, la dernière fois, je te posais la question de savoir qu'au Congo, c'est le pays qui a le plus grand contingent des Nations Unies aujourd'hui, censé résoudre les problèmes, spécialement au Congo. Et puis, tu m'as dit, ce n'est pas la première fois. Quand je suis allé voir, je me suis rendu compte que même dans ce Congo-là, c'est le seul pays où il y a eu la mort d'un représentant, d'un secrétaire général des Nations Unies, et dont les circonstances ne sont pas encore élucidées aujourd'hui, plus de 50 ans après. Est-ce que tu fais un lien de ces situations avec l'influence plutôt des intérêts financiers? Je maintiens, tu le dis, je n'invente rien. Quand le Congo prend son indépendance, il vient de contribuer à la paix dans le monde avec son uranium. Tout le monde est au courant de ses potentialités. Quand le Congo, on termine la guerre mondiale, la Belgique est le seul pays qui termine la guerre mondiale sans une dette. Au contraire, elle se développe. Et quand on commence dans le monde à parler des indépendances, il y a une grande frange d'intérêts financiers obscurs qui vont refuser de donner l'indépendance au Congo et ils vont instiller à faire la sécession katangaise, donc en gardant la partie des minerais, le poumon du Congo sous le contrôle. Et parce que les Nations Unies se retrouvent avec les Nations Unies, c'est-à-dire différents pays, dont pays progressistes, Dac Machor venait d'un pays progressiste, ils vont faire pression sur les conservateurs, sur les prédateurs avérés, pour que le Congo ne soit pas déchiqueté. Nous sommes en 60 et il va mourir dans un accident d'avion tiré parce que les enquêtes sont là, hein, il a été abattu par un pays partenaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la même situation. Donc, on nous envoie les Nations Unies en 60. Et puis, c'est là, c'est pas là, etc. Bon. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Avec la différence, si en 60, on pouvait avoir des organisations dans les pays du Nord faisant pression sur une structure d'État, parce que les États étaient au contrôle pratiquement 99% de décisions économiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les États du Nord aussi sont assujettis par le groupe financier. Nous venons de voir la COP26. C'était impressionnant de voir que les grands pays du Nord n'ont pas pu trancher. J'ai entendu les grands présidents des grands pays renvoyer le pays et les solutions quelque part où ils n'ont pas maîtrise.
Mais c'est symptomatique de quelque chose de très dramatique. C'est-à-dire, si la puissance de groupes financiers et aujourd'hui peut faire taire les grands pays du Nord et leurs opinions qui, en 60, ont dû faire changer l'opinion des États coloniaux pour des États, une orientation de partenariat. Hein, j'ai entendu un mot tout à l'heure qui est la démocratie, qui est ces vœux-là que nous voulons voir réaliser aussi dans nos pays. Mais aujourd'hui, les groupes financiers sont très puissants. En tout cas, moi, je demande ceux qui ont des outils d'analyse du Nord et qui connaissent très bien parce qu'ils ont des dossiers au-delà de ces informations que nous avons, hein, qui peuvent bien établir qui sont ces grandes puissances économiques canadiennes aussi, pourquoi pas, hein, qui interviennent dans le déchiquetement de l'Est, parce que l'Est est totalement déchiqueté pour des raisons évidentes, du téléphone, de l'ordinateur, de la voiture électrique. Ça n'a rien à voir avec les deux paysans qui se rentrent dedans sur le terrain, qui sont tous des crèves la faim. Oui, docteur, plutôt Gaston, vous attendrez une seconde parce que vous aviez déjà pris la parole. Je vais revenir vers vous. Je vais plutôt lancer la question de Eto qui dit, qui vous remercie, mais qui pose la question, mais comment arriver à la table des négociations lorsque nos rapports sociaux en interne sont déséquilibrés? C'est la conclusion, c'est cette image que j'ai projetée à la fin. Eto, c'est tout à fait normal. Si nous commençons par prendre conscience de notre propre part de responsabilité dans l'exercice, ça serait très important. Notre sous-éducation est très forte parce que nous ne connaissons même pas notre propre histoire. Nous ne connaissons même pas notre propre valeur. C'est pour ça que je vous ai dit, si on ne prend pas conscience de la vraie taille de l'Afrique, si on ne prend pas conscience de l'apport que le Sud a fait vers le Nord, si on ne se connaît pas, on ne peut pas valablement être à la table de négociation. Il y a un ami de la Banque mondiale qui me disait une fois que quand il doit aller en mission en Asie, eh ben, c'est un cauchemar. Il va travailler nuit et jour pour les dossiers parce que les gens vont poser la question sur chaque virgule, chaque point. Ils vont vouloir comprendre le dossier pour savoir comment ça va leur bénéficier. Et ils sont tous heureux. En tout cas, il m'a dit, on est tous heureux quand il s'agit d'aller dans une mission en Afrique. Parce qu'on ficelle tout à Washington dès qu'on arrive. Ah, les gens ils signent même avant de lire, là, parce qu'ils sont en train de quémander de petites histoires et tout ça. Ils sont heureux. Après, le soir, ils sortent, ils dansent. La mission est terminée. Ils ont ficelé les pays. Nous avons une très forte responsabilité. Nous avons une grande responsabilité et c'est pour ça que ma proposition de réflexion, en donnant la liste des partenaires, nous renvoie nous-mêmes aussi à avoir la capacité avec l'expérience que nous avons, avec toutes les douleurs que nous avons vécues, de regarder chaque partenaire, de prendre le temps d'identifier les partenaires du Nord qui peuvent nous aider à le connaître si on ne le connaît pas et d'aller à la table de négociation avec nos besoins. Mais si c'est nous qui avions hein, quelqu'un l'a dit, je crois, ce Pierre, la chance qu'il a dit, bon, si les militaires qui sont les nôtres, hein, ce sont ceux-là même qui n'arrivent pas. Et je vais vous raconter une anecdote juste pour terminer. Je me suis retrouvé parce que j'étais chargé des urgences à un moment donné au niveau du bureau régional de l'OMS. Et le Congo faisait partie donc de ma zone d'influence. Je me suis retrouvé dans une réunion à Kinshasa, au siège des Nations Unies. J'étais avec les différents collègues de partout, c'est-à-dire les humanitaires comme les militaires des Nations Unies. Et c'est l'époque où les Nations Unies essayaient d'aider le Congo à mettre en place une armée pour reconstituer celle de Mobutu qui avait été éclatée. Autour de cette table, j'ai cherché un petit trou pour disparaître. Parce que ce qui se disait m'a fait beaucoup de peine. Et que tout l'effort, c'est-à-dire les ressources qui étaient amenées pour bâtir cette armée, reconstituer rapidement
cette armée, ces ressources-là, étaient dilapidées à tous les niveaux de la structure congolaise. Et que le petit militaire qui est armé au front n'avait rien du tout que son arme pour aller, n'est-ce pas, arracher son petit manger du jour auprès de la petite population. Nous avons une très grande responsabilité, on ne doit pas se voiler la face. Mais est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité ou alors nous sommes dans une démarche de lamentation où nous nous disons que c'est les autres qui doivent faire à notre place? Je ne m'inscris pas dans cette démarche-là. Moi, je crois que nous avons une très, très forte responsabilité et le schéma que j'ai donné d'analyser chaque partenaire en présence, c'est une responsabilité qui nous revient aussi. Mais si on n'est pas à ce niveau-là, bon, on sera comme l'image du petit champ que j'ai donné. Tant qu'on va se rentrer dedans, eh ben, il y a un troisième larron qui va se servir et il va se servir correctement. Pourquoi il devrait avoir pitié de nous? Ouais, Gaston, je patiente encore avec toi parce que je sais que tu vas intervenir en termes de complément. Alors, une petite anecdote aussi, docteur. J'ai eu la chance de travailler au Congo, spécialement à l'Est. Et tu vois, pour ceux qui connaissent l'Est, quand vous montez beaucoup plus haut vers Calais et vers le lieu où habite le roi, là, tu vois l'étendue. Tu poses j'étais avec des amis de la Dioma Endeleo que je leur demande, mais est-ce que vous arrivez là-bas pour donner le micro, là plus loin pour donner le micro aux populations? Ils me disent non, 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 non. Là même le gouverneur ne peut pas entrer là-bas, le gouverneur du Sud Kivu. Et là, des avions, par exemple des avions chinois atterrissent, prennent le minerai et s'envolent. Et c'est dans cette région justement où on trouve plus de 100 ou de 150 groupes armés, et qu'on se rend compte que ces groupes armés ne se constituent qu'autour des carrés miniers exploités d'une manière artisanale. Et cela, malgré le gros contingent des Nations Unies qui est là, qu'on mette le Kimberley Process pour qu'il y ait moins de minerais de sang, notamment pour le diamant ou autre chose, ça continue. Ça continue. Et ça continue aussi au vu de tous ces systèmes. Et comment pensez-vous que le Congo, je parle de l'Afrique en général parce que ce qui se passe là-bas se passe au Centrafrique, se passe au Mali, se passe un peu partout. Comment sortir de cet engrenage politique, financier pour pouvoir se positionner face au monde? Quel est le rôle de nos dirigeants politiques et quel est le rôle de notre société civile? Tout le monde a un rôle à jouer. Moi, je me rappelle simplement que, parce qu'on doit apprendre de l'histoire, moi, je me rappelle très bien qu'il y avait de la pagaille quelque part dans un pays qui s'appelait l'Amérique, hein, avec tout le trafic d'alcool, etc. Et qu'il y en avait même un qui était très fameux, il s'appelait Al Capone. Apprenons de l'histoire. Il y a des gens intègres qui ont dit on doit arrêter ça. Et ils ont mis le moyen pour que ça s'arrête. La balkanisation de l'Afrique ou du Congo particulièrement, je vous ai dit, ça commence avec les années 50 quand le mouvement d'indépendance commence. On veut couper le Katanga, on veut faire un petit bout à part. Ça ne s'est pas passé à ce moment-là parce qu'il y avait ces différentes pressions sur les États. Aujourd'hui, avec la libération, elle s'est faite avec le Kivu. Donc, comment il nous faut prendre conscience d'abord du risque que nous courons, parce que nous courons la disparition totale. Il nous faut prendre conscience du travail qu'on doit faire. Les politiciens ne viennent pas du ciel, ils viennent de la population. Si la population est inculte, si la population est corrompue, si la population est affamée jusqu'à se corrompre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Congo fait partie des pays qui, à la sortie des colonies, étaient le plus industrialisés, en tout cas parmi les plus industrialisés après l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est
un lambeau. La libération a permis de déchiqueter tout ce qui pouvait servir de structure pour parler d'un pays. Tout le monde veut avoir sa petite milice parce que ça lui permet d'avoir rapidement le petit dollar qui va aller dépenser à Dubaï pour ne pas dire qu'il vient acheter la maison au Canada pour ses enfants. Mais on est en train de disparaître là, sauf qu'il nous faut être conscient de ça. Et notre partie de responsabilité est là. Moi, je ne sais pas dire quelle est la baguette magique qui va nous permettre de le savoir, mais en tout cas, je partage avec vous ma réflexion et nous interpelle. Merci Richard. Je crois que ma réflexion a trouvé réponse dans les différentes interventions du Dr Kalula. Essentiellement, j'ai entendu la question de Pierre sur le coup d'État en Afrique et puis la question de Cécile, je crois, Laura sur les élections, ou vous-même, Richard. Et le docteur Kalula a très bien répondu. Moi, je suis un scientifique, donc je ne suis pas sur le terrain des élections, mais en réfléchissant froidement, nous pouvons dire que dans l'exposé, il y a eu un moment où le mot chaos est sorti. Il y a eu un moment où on a parlé de guerre froide. Et le Congo, effectivement, se retrouvait à la croisée de chemin. Et c'est ce même chaos qui continue. Et comme vient de dire le docteur Kalula, il faut arrêter, il faut siffler la fin de la récréation. Et que chacun a sa part là-dedans. Pourquoi? Parce que, en fait, que ce soit les pays du Nord ou du Sud, il y a la course au positionnement. Chacun veut se positionner. Et d'ailleurs, l'image, malheureusement, on n'a pas vu la vidéo, on a entendu l'expression, les trois larrons. Hein, il y en a deux qui se disputent et le troisième vient en tirer profit. C'est ça qui se passe. Et donc, pour arrêter la fin de la récréation, il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on réfléchisse peut-être avec des témoins intègres. Donc, il faut arriver, nous devrions arriver à restaurer l'intégrité. Et Richard, je pense que par le simple fait que vous-même vous avez vécu, qui pour l'instant pose problème, vous avez une grande expérience aussi. Ça demande l'apport de tout le monde pour mettre fin à ce chaos-là. Et donc, parlant de compagnies minières, je crois que l'exposé nous a entendu. C'est Cécile qui a parlé, je crois, hein, si je ne me trompe pas. C'était Cécile? Oui. Et ce qui a été dit, effectivement, il faudra qu'il y ait des lois pour que ces compagnies soient responsables si jamais elles ne contribuent pas à l'essor de la population locale. Il faut que le développement soit aussi assuré. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, mon intervention a été vidée par les différentes réponses que le docteur Kalula a données. Merci. Oui, il y a Cécile qui repose la question. Non, pas repose la question, elle pose une autre question. Elle est dit, est-ce que vous pensez que l'état d'urgence dans l'Est a sifflé la fin de la récréation ou un premier signe? À cette question, peut-être je pourrais rappeler que maintenant on parle des mouvements de l'ancien M23 qui part de je ne sais où dans les pays voisins, on dit qu'ils sont en train d'entrer, de retourner au Congo. On a entendu du côté de l'Ouganda que le ADF Naru qui commence à intensifier leurs activités. L'Ouganda a dit qu'il voulait entrer. Quand il entre, on ne sait jamais s'il entre seul, vu la dynamique de la région. Est-ce que vous pensez vraiment que à l'est du Congo, plutôt l'état d'urgence a sonné, comme le dit Cécile, la fin de la récréation? Docteur, tu peux prendre ta parole, mais je pense que Gaston aussi peut apporter son observation. Oui, merci pour la question
Je ne suis pas un stratège militaire, mais je sais que tout effort pour ramener la paix, non pas seulement de l'Est du Congo, mais de l'Afrique, devrait être soutenu. C'est impressionnant de voir tous ces instruments que nous avons aujourd'hui par rapport à 60, de contraintes ou des débuscages de milices. Parce que moi, quand on me parle de groupes armés en Afrique, je rigole. Ce sont des gens qui, enfin, je me pose la question, je ne rigole pas parce que le malheur qu'ils causent est énorme. Mais je me dis, mais ces gens se ravitaillent quelque part pour manger. Ces gens se ravitaillent quelque part pour voyager, se ravitaillent quelque part avec des armes. Mais c'est quelque part et où? Et pourquoi les gens ne peuvent pas? Donc, vous comprenez pourquoi je parle de cette capacité de nous regarder dans les yeux et de dire est-ce qu'on veut finir ça ou bien on est heureux. Et moi, je crois que toutes ces compagnies dont tu as parlé, balkanisées, tout ça, qui ont trouvé un royaume au milieu de nulle part et qui peuvent entrer, sortir comme ils veulent, je crois qu'ils ne sont pas aussi innocents que ça dans tous ces mouvements des petits bougres qui se rentrent dedans en disant qu'ils sont groupe armé, tout ça, d'ailleurs, qui ne sont même pas d'uniforme, mais ils sont en lambeaux. Donc, moi, je continue à me poser la question sur le niveau de notre action. Est-ce que c'est symptomatique? Est-ce que c'est un niveau profond? Bon, moi, toute action, en tout cas, qui tendrait à ramener la paix, moi, je saluerais ça. Et encore, il faudrait que les gens dans leur ensemble, les gens qui se sont impliqués là-dedans dans leur ensemble puissent jouer le jeu. Oui, merci. Alors, Pierre, je pense, non, pas Pierre, Antoine, je pense que vous pouvez activer le micro et prendre la parole. Ok, merci, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'accordez d'intervenir. Oui, alors, je ne vais pas revenir sur la présentation elle-même. Le docteur Kalula a bien dit que nous avons une grande responsabilité dans ce que nous faisons. Il a fait allusion aux chevaux de Troie utilisés par les prédateurs occidentaux. Effectivement, le problème se situe à deux niveaux. Il est à deux niveaux. Il y a ceux qui tirent les ficelles pour continuer à tirer profit du système de chaos qu'ils créent dans les pays africains. Particulièrement au Congo, on a détruit le tissu social. Le fait est que l'enseignement a été détruit aussi, le tissu économique complètement, mais j'aimerais quand même revenir sur le fait que ces prédateurs qui sont dans les pays occidentaux sont sensibles parfois à la réaction de leur opinion publique. Et à mon avis, à mon humble avis, je pense qu'il faudrait évidemment travailler là-dessus et faire en sorte que l'opinion publique soit au courant de ce qui se passe. Le petit peuple dans ces pays occidentaux pense que quand les Africains viennent ou les immigrés, ils viennent voler leur travail, ils viennent voler leur pain, etc. Mais ils oublient que tout le confort qu'ils ont vient justement de ces gens qui sont malmenés chez eux et qui pensent trouver mieux en s'exilant, en venant dans ces pays où le climat n'est pas propice pour des personnes africaines. Les richesses sont en Afrique. Pourquoi est-ce que les Africains viennent en Europe ou en Amérique du Nord? C'est une question sur laquelle nous devons réfléchir aussi. Évidemment, je ne veux pas dire que juste ce que je viens de dire va pouvoir arranger la chose,
le docteur l'a dit tout à l'heure, les politiques n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. Ce sont plutôt les multinationales ou disons l'économie qui mène le monde actuellement. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudra peut-être essayer de trouver des points de convergence et de réflexion. Voilà ce que je voulais quand même dire à ce niveau-là. Merci. Merci, merci Antoine, merci pour votre contribution. Et nous acheminons vers la fin. J'espère que on attend pour voir s'il y a d'autres questions qui entrent. Mais je voulais poser une question aux panélistes. Je vais dire à Dr Kalula, mais toutes les autres personnes qui ont les micros ouverts peuvent intervenir. Et ceux qui n'ont pas encore les micros ouverts peuvent même écrire, toujours dans la rubrique questions-réponses pour réagir. Kalula, tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez parlé du rôle des organismes de la société civile du Nord qui ont influencé notamment le changement des traitements que l'administration de Léopold II infligé aux Congolais, qui ont influencé la décolonisation. Est-ce que vous pensez que des organismes comme Développement et Paix sont capables ont un rôle important à jouer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, si oui, à quel niveau? C'est au niveau du Nord, au niveau du Sud? Oui. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir fait découvrir votre organisme Paix et Développement. Je ne le connaissais pas. Bon. Oui, les gens ont tendance toujours à dire exactement comme ça, paix et développement, mais il s'appelle développement et paix. Développement et paix, bon, Oui. donc développement et paix, c'est une bonne opportunité d'échanger. Et je sais que, et je l'ai mentionné d'ailleurs, le rôle important que les associations caritatives ont joué à travers le temps, non seulement pour le Congo, mais également dans les pays du Nord, parce que les pays du Nord ne sont pas totalement l'exemple du modèle du partage du bien public. Ils ont toujours été aux côtés des plus démunis, ils ont toujours joué le rôle de rappel à la conscience. Donc, ils ont une histoire de militantisme, ils ont une histoire d'avoir un bon regard dans la bonne direction pour les humains que nous sommes. Et je dois croire que ce rôle-là doit continuer, quel que soit l'endroit où, sur cette terre, les gens ne sont pas dans leur droit. Donc, moi, je suis certain que Développement et Paix et bien d'autres sont effectivement au courant de leurs responsabilités, de leurs foi. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils peuvent agir, mais je sais que le défi en présence, c'est l'association de tous ceux qui croient à la même cause, parce que nous savons très bien que c'est la goutte qui fait l'océan, que c'est un grain de sable qui fait le désert. Si toutes les associations caritatives et autres, y compris des citoyens qui regardent dans la bonne direction, où on doit valoriser l'humain, où on doit donner la dignité à l'humain, se mettaient ensemble, je suis certain que le groupe des prédateurs financiers vont écouter, parce qu'eux, ils veulent à tout prix faire leurs bénéfices. Et quand ils sentent qu'ils risquent de perdre leurs bénéfices, ils s'ajustent. Ils s'ajustent toujours par rapport aux partenaires en présence. Donc, moi, je crois que au Nord, c'est ça, augmenter l'opinion. Donc, Antoine vient de le dire, bâtir l'opinion. Pourquoi nous avons fait cette présentation de cette manière-là? Tout simplement,
c'est le devoir de mémoire. Parce que si quelqu'un du Nord ne connaît pas que c'est le Sud qui a toujours alimenté le Nord, donc on va se retrouver avec les préjugés dont Antoine vient de parler. D'ailleurs, c'est tellement bien fait qu'on te dit théorème de Pythagore. Mais on ne dit pas Pythagore a eu le théorème, ou Thalès, ou les autres, ou même Hippocrate, notre ancêtre. Vous voyez? Donc, l'image qui est reflétée, qui montre que c'est le Nord qui a toujours alimenté le Sud, ne permet pas à la personne qui, sur la rue, qui constitue la grande masse, qui constitue l'opinion, de croire qu'il y a eu une dynamique où le Sud est en train justement d'alimenter le Nord. Et que le Nord a la responsabilité aussi de participer à ces jeux, à casser ce déséquilibre, comme il a toujours fait au moment où ça a été le plus important pour remettre l'humanité au Sud. Maintenant, pour le Sud, nous venons de le dire, le Sud est tellement dans une confusion terrible. Hein? Vous savez, c'est cette histoire d'ajustement structurel que la Banque mondiale a amené avec tambour et trompette, a cassé. Nous sommes là dans une histoire totalement cassée. On a cassé les chines de l'Afrique avec l'ajustement structurel. Ça voulait dire l'ajustement structurel. Ça voudrait dire qu'on ne finance pas l'école, on ne finance pas la santé. On ne finance pas ce qu'ils appelaient les secteurs non productifs. Et puis, ils ont dit ceci, que l'État va privatiser toutes les structures économiques de l'État pour les mettre au nom des privés, aux mains des privés, parce que les privés vont rentabiliser la chose. C'est le boulevard qu'on a ouvert sur l'anémie, sur la mort de l'Afrique. Alors, les jeunes gens qui devaient étudier à l'école n'ont pas étudié, donc vous ne pouvez même pas avoir de partenaire. On a développé, on a insisté sur l'économie. Donc, on a dit aux enfants, même si tu n'étudies pas, tu peux vendre l'alcool ou la drogue, tu vas avoir l'argent, et c'est ça la finalité. Et les gens sont rentrés là-bas. Nous avons 30 ans de méfaits du Nord sur le Sud. Mais quand on regarde les éléments de réparation, on s'arrête aux conséquences, on s'arrête aux effets. Mais on ne remonte pas. La Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, devrait être condamné et appelé à payer le mal qu'ils ont fait pour casser tout un continent. Nous devions aussi avoir l'audace d'interpeller les gens dans la bonne direction. Et les amis du Nord, les alliances, les amis du Nord devraient également nous accompagner dans cette voie. Donc, voilà. Ouais, nous acheminons vers la fin. Le temps a été jaloux de nous. Mais, docteur, vous venez de susciter quelque chose qui me chatouille un peu. Alors, je voulais voir à ton point de vue avant de clore. Tu viens de parler du rôle des programmes d'ajustement structurel, justement, dans l'image que l'Afrique ou les pays pauvres ont actuellement. Et je me pose une question qui me vient directement en tête parce que après les programmes d'ajustement structurel, justement, les institutions de Bretton Woods s'en ont rendu compte et ont institué ce qu'ils ont appelé les programmes d'ajustement structurel à visage humain. Ça veut dire qu'ils avaient constaté que c'était inhumain ce qu'ils avaient fait. Mais juste après, on a vu les OMD et puis remplacés par les ODD. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un changement dans la pratique? Je dis bien dans la pratique. Et oui, et on pourra conclure peut-être sur ça. Alors, on ne serait pas là s'il y avait changement dans la pratique. On n'allait pas avoir ce déséquilibre à vouloir équilibrer. On parle de ce déséquilibre-là parce que tous les ingrédients qui ont cassé le système n'ont pas été adressés à juste titre. Pourquoi ne pas faire un plan Marshall, on l'appelle comme on veut, pour redresser l'Afrique? Et ça ne coûterait pas aussi cher que ça parce que l'Afrique a toutes les richesses et les minerais. Pourquoi on ne le ferait pas? Parce que l'Occident a les moyens
de le faire. Mais ils Pour diront que, qu'on ne mais met ils diront que tous les développements, tous les investissements dans le développement depuis, depuis l'époque post-coloniale, si on fait le chiffre, peut-être que ça va dépasser le chiffre qui a été consenti pour l'Europe dans le Oui, plan mais Maréchal. c'est là où c'est intéressant. Là, tout le monde l'a en main. Ouais, Mais j'en ai aussi. Ouais. si l'Occident démettait simplement 0 centime au Congo pour chaque appareil qu'on a quelqu'un dans le monde, et ils ont des mécanismes pour le faire. Si seulement on pouvait, avec le même sérieux, et pas de saupoudrage qui vient avec les slogans divers que tu en as cités là, si on pouvait, avec le même sérieux qu'on fait le plan pour aller se balader hors de la planète là, si on pouvait, et on sait le faire, et ils savent le faire. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre des décisions pour faire payer Amazon et tous ceux qui se baladent dans le virtuel. Et ils sont en train d'y arriver. S'ils voulaient vraiment pour ce continent-là, moi, je ne suis pas certain qu'on serait là à philosopher sur les demi-mesures et les saupoudrages qui sont faits pour, de temps en temps, avoir la conscience tranquille et de dormir en disant qu'on a fait quelque chose pour ces bougres-là qui remplissent ce continent-là. Merci, docteur Kalula Kalamba, notre invité d'aujourd'hui pour parler de la situation de déséquilibre entre le nord et le sud, ce déséquilibre à remettre, vous allez pardonner excuser cette tautologie, cet déséquilibre à rééquilibrer. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour discuter sur cette question qui est à notre avis centrale. Le docteur a bien montré que l'aisance, le bien-être du Nord dépend de l'appauvrissement du Sud. La richesse du Nord vient essentiellement de l'appauvrissement du Sud et cela existe depuis bien longtemps. Il a bien démontré en montrant à partir déjà de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont intervenu et je vous dis que cette conférence, vous pouvez la trouver sur Facebook, Développement épais Est du Québec, Ouest de l'Ontario. Vous allez trouver cela sur Facebook, mais vous trouverez aussi d'autres conférences, comme la conférence que nous avons fait le samedi 13 novembre avec le docteur Maïka Sonderji, qui est professeur enseignant à l'Université d'Ottawa en développement international, qui questionne justement la notion de condescendance et d'hiérarchisation dans la solidarité internationale. Comme Dr Kalula, elle a invité justement à la remise, comment dirais-je, à la remise au centre de la population bénéficiaire. Quand j'utilise le mot bénéficiaire, je l'utilise avec pincette, mais pour dire que dans la coopération, dans la solidarité internationale, on a toujours tendance à mettre la population à qui cette solidarité est adressée, le mettre à côté pour faire des choses pour eux, en leur nom et à leur place, sans comprendre les dynamiques locales qui ont fait que la situation soit comme elle est. Et elle appelle à la comment dirais-je, à être humble, à reconnaître les expériences du Sud et à sortir d'une approche plutôt coloniale qui accompagne
la pratique de la solidarité internationale aujourd'hui. Vous verrez d'autres conférences. Déjà le 28, le 29, nous aurons une conférence en ligne qui va parler aussi des questions des réfugiés. Nous allons aller dans le camp des réfugiés de Nakival en Ouganda. En parallèle, nous aurons aussi la situation des réfugiés haïtiens qui traversent la frontière américaine. Vous l'avez vu dans les médias dernièrement. Et le 9 décembre, nous serons avec des gens qui nous parleront de l'impact de la COVID sur les violences conjugales. Nous aurons un parallélisme à faire entre le Nord et le Nord, ce sera le Canada et un autre pays du Sud. Et vous verrez bien que les différences ne sont pas énormes. Alors, merci beaucoup, Dr Kalula. Merci beaucoup aux participants. Juste pour rappeler que nous sommes dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, dont un des objectifs est vraiment l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Je remercie tous les participants et je dis à la prochaine. Merci, Richard, pour l'opportunité. Merci, les amis, pour avoir partagé.